Docteur Azam Tamimi, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Eh bien, nous parlons de dimanche après-midi et bien sûr d'hier. L'Iran a subi une attaque qui se poursuit depuis un jour et demi. L'Iran a riposté en bombardant un certain nombre de pays arabes, officiellement des pays arabes, mais bien sûr, ces pays abritent des bases américaines et je voudrais en parler au fur et à mesure de notre discussion. Mais bien sûr, les informations de ce matin ou tard dans la nuit dernière ont confirmé la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, qui est le guide suprême de l'Iran. Donc l'actualité évolue très rapidement et nous espérons publier cette interview au moins d'ici lundi. Mais bien sûr, entre-temps, beaucoup de choses vont se passer, comme cela a été le cas au cours des dernières 24 heures environ. Mais réfléchissons à la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Est-ce que cela nous dit quelque chose sur la vulnérabilité de l'Iran aujourd'hui? Eh bien, clairement, l'Iran s'est révélé très vulnérable, même si nous le soupçonnions depuis un certain temps déjà. Si l'on regarde ces dernières années, on voit combien de scientifiques iraniens ont été assassinés. La mort mystérieuse de l'ancien président et de l'ancien ministre des Affaires étrangères dans un crash d'hélicoptère. Là aussi, il y a énormément de zones d'ombre à ce sujet. Et que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reçoive enfin une image saisissante et symbolique du guide suprême iranien Ali Khamenei, de Khamenei représenté mort seulement peu de temps après la fin définitive de sa carrière politique ou de son mandat actuel. Cela montre simplement que l'infiltration en Iran, l'infiltration israélienne et probablement américaine, est tellement profonde et si proche du cercle de prise de décision. Mais c'est vulnérable. C'est un aspect de sa vulnérabilité. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont mené à cette situation. Tout d'abord, l'énorme fossé en termes d'avancées technologiques entre l'Iran d'un côté et les Américains et les Israéliens de l'autre. Les Américains et les Israéliens disposent de la technologie de guerre la plus avancée de toute l'histoire de l'humanité. Et ils ont tout déployé. Alors qu'en Iran, dans une large mesure, ils sont assez en retard sur ce plan. Parce qu'ils ont été assiégés, qu'ils ont subi les sanctions, et donc ils ont essayé de produire leurs propres armes. Mais l'écart est immense. Ensuite, il y a le fait que les voisins de l'Iran, les voisins arabes, ainsi que les voisins non arabes, comme l'Azerbaïdjan par exemple, tous ces pays font partie du camp israélo-américain. Donc l'Iran est littéralement entouré de pays qui, techniquement, sont des colonies israéliennes ou américaines. Il y a des bases américaines là-bas. Il y a une collaboration avec Israël. Certains de ces pays collaborent activement. Collaborent avec Israël pour le protéger, le sauver, empêcher qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. Et par conséquent, cela constitue une source majeure de vulnérabilité dans le cas de l'Iran. L'Iran est isolé. Alors, lorsqu'on regarde l'Iran de l'intérieur, oui, ce régime politique possède véritablement des racines populaires. Une partie de la population soutient le régime, mais une part croissante de la société iranienne s'y oppose. Nous ne connaissons pas le pourcentage, nous ne connaissons pas l'ampleur, mais il est clair qu'il y a de nombreux Iraniens qui seraient prêts à collaborer avec les Américains, avec les Israéliens, avec le diable même, pourvu qu'ils voient la fin de ce régime. J'ai une émission de Ramadan qui s'appelle « Mon chemin vers l'islam ». J'ai interviewé une sœur dont la mère persane. Et je lui ai demandé, si ta mère est persane, comment se fait-il que tu aies embrassé l'islam? Et elle m'a dit que son grand-père maternel s'était converti au christianisme et que sa mère était née chrétienne. Donc elle-même est née chrétienne. Et je lui ai demandé, est-ce un phénomène courant en Iran? Et elle a répondu oui.
Un nombre croissant d'Iraniens qui sont désabusés, qui sont mécontents, peu importe, se convertissent au christianisme, sans parler de ceux qui sont laïcs ou athées ou qui appartiennent à d'autres sectes ou d'autres religions. Donc l'Iran est vraiment vulnérable et c'est pourquoi je pense que quoi qu'ils aient essayé de faire pour se préparer à une guerre de ce genre, ils resteraient tout de même en manque à cause de ces facteurs. Mais l'une des forces de l'Iran, c'est sa technologie de missiles balistiques. Et il l'a utilisée avec, entre guillemets, beaucoup d'effets ces derniers jours. Ils ont essayé de frapper un certain nombre d'actifs américains dans des pays arabes, mais la plupart ont été interceptés dans le ciel de Bahreïn, Dubaï, Doha et ailleurs. Pensez-vous que cette stratégie, cette tactique de potentiellement aliéner certains de ces États arabes, en particulier des États comme le Qatar, qui ont en réalité joué un rôle bien plus neutre dans les discussions entre les deux parties, ou du moins un rôle peut-être plus favorable envers les Iraniens, pensez-vous que cette stratégie en vaille la peine? Eh bien, si on se place du point de vue iranien, est-il justifié que ces pays arabes accueillent des bases américaines? D'où sont tirées des roquettes, d'où décollent des avions de chasse? Donc, du point de vue iranien, il semblerait justifiable pour eux de riposter, d'autant plus qu'ils avaient prévenu. Ils avaient dit que quiconque participerait à une guerre contre eux serait considéré comme une cible. Même si les Iraniens ont officiellement déclaré qu'ils ne visaient pas ces pays en tant que tels, mais bien les installations américaines présentes dans ces pays. Évidemment avec des roquettes. Surtout lorsqu'elles sont interceptées et abattues, les débris peuvent retomber sur la tête de n'importe qui. Et c'est pour cela que nous avons vu des personnes tuées ou blessées au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes unis. Mais si vous voulez, diplomatiquement ou politiquement parlant, à mon avis, il aurait été préférable pour l'Iran de ne pas attaquer ses voisins. Parce qu'au final, vous voulez vivre et coexister avec eux. Mais c'est vraiment difficile quand on est attaqué. L'Iran. Plus tôt, nous avons parlé du décalage entre les capacités de l'Iran et celles d'Israël et celles de l'Amérique. Et bien sûr, l'écart est énorme. Mais l'une des choses qu'on ne peut s'empêcher de souligner, c'est qu'au cours des 2 dernières décennies, l'Iran a probablement investi plus de 30 milliards de dollars. Dans ces groupes armés par procuration dans la région, qui ont presque tous été affaiblis aujourd'hui, que ce soit en Syrie, au Liban ou ailleurs. Pensez-vous que l'Iran a commis une erreur stratégique en dépensant autant d'argent pour des forces qui, au final, n'ont pas survécu à l'épreuve de cette sorte d'alliance occidentalo-sioniste et qu'il aurait vraiment dû investir beaucoup plus dans sa propre technologie, notamment dans la technologie de défense? Eh bien, avec le recul, il est difficile de vraiment le dire, puisque l'Iran a très tôt été soumis à une guerre qui lui a été imposée par les Arabes, lorsque Saddam Hussein a été poussé par les Saoudiens et les Koweïtiens à envahir l'Iran. Et donc, les Iraniens se sont sentis menacés. Ils avaient donc besoin non seulement de se renforcer eux-mêmes, mais aussi d'avoir des groupes relais. Ils avaient besoin d'avoir des alliés ici et là. À mon avis, ce n'est pas tant le fait d'avoir des groupes relais, c'est ça qui était une erreur. Je pense que c'est l'approche iranienne de la politique régionale qui a posé problème. Par exemple, en réaction à la guerre lancée par Saddam Hussein contre l'Iran. L'Iran a développé un discours confessionnel très extrême. Et puis, plus tard, lorsque Saddam Hussein a été une fois renversé en Irak par les forces armées américaines, les autorités iraniennes sont alors rapidement intervenues dans le conflit. De façon intense et ont soutenu des groupes chiites extrémistes en Irak qui ont persécuté leurs opposants, principalement les sunnites. Et donc, cela a accentué le conflit confessionnel et creusé le fossé. De plus, lorsque les révolutions du printemps arabe ont éclaté, l'Iran a choisi de soutenir les tyrans.
Et je pense que ça a été une erreur fatale. Ils n'auraient pas dû s'opposer aux frères musulmans en Égypte. Ils n'auraient pas dû soutenir Assad en Syrie contre son propre peuple. Donc ces choix étaient imprudents et ils se sont révélés néfastes. Et regardez ce qui s'est passé. Finalement, ils ont perdu la Syrie. Et il y a longtemps, avant même de perdre la Syrie, en tant que membre du soi-disant axe de la résistance, ils ont perdu le peuple syrien lui-même. Aujourd'hui, si vous regardez les commentaires des Syriens sur les réseaux sociaux, ils sont plus jubilatoires que ceux des Israéliens et des Américains face à ce qui arrive à l'Iran, ce qui est vraiment très regrettable. Mais c'est à cause du rôle de l'Iran en Syrie. Je veux dire, en politique, on cherche des alliés. On se crée des alliés si nécessaire. On se crée des proxys. Mais tout dépend du type de politique que l'on adopte. Et je pense que les Iraniens ont été très imprudents. Il y a probablement eu un moment où certains Iraniens sont devenus tellement arrogants qu'ils se vantaient d'occuper des pays arabes ou des capitales arabes. Cela a été dit publiquement. Mais votre question m'a rappelé un autre facteur qui a accru la vulnérabilité de l'Iran, à savoir la perte de leur proxy, car le Hezbollah a vraiment été affaibli et il est maintenant sous les arrangements. Et il est obligé de respecter un arrangement avec le gouvernement libanais qui est très pro-américain, probablement aussi pro-israélien, plus pro-israélien que n'importe quel gouvernement libanais précédent. Les Yéménites sont épuisés par la guerre au Yémen. Les factions irakiennes sont également sous contrôle. Les Américains ont trouvé une sorte d'arrangement avec les autorités au pouvoir à Bagdad. Et les Palestiniens, naturellement, n'auraient de toute façon pas pu beaucoup aider l'Iran, que ce soit avant ou après le 7 octobre 2023. Récemment, j'ai rencontré un spectateur qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Le musulman penseur ne s'est pas contenté de l'informer. Cela a fondamentalement changé sa vision du monde. Et ce n'était pas un Kaiser. Un responsable du convoi mondial Soumoud a expliqué qu'un de nos épisodes l'avait fait passer du simple spectateur à l'action concrète. Un jeune homme du Soudan a partagé qu'il avait appris l'anglais en écoutant l'émission et qu'il est désormais inspiré à servir l'Oumma. Des madrasas ont intégré le podcast dans leur programme universitaire. Dès le premier jour, The Thinking Muslim n'a jamais eu vocation à être un simple podcast de plus. Il a été fondé sur la conviction simple que notre Oumma mérite des médias ancrés dans la foi, la justice et le sérieux intellectuel. Des médias qui renforcent l'iman tout en affrontant le monde avec honnêteté et courage. Nous doublons désormais notre contenu dans plusieurs langues. Nous avons lancé de nouvelles collaborations, dont un programme avec l'imam Tom Fekini et une émission axée sur la jeunesse pour la prochaine génération. Et en emmenant The Thinking Muslim sur la route, j'ai pu constater de mes propres yeux la soif de notre Oumma pour du contenu de fond, de la profondeur et un leadership fondé sur des principes. Ce qui arrive ensuite est encore plus ambitieux. Une émission historique racontée avec du sens pour aujourd'hui. Une série sur des figures transformatrices, une sira politique et du contenu spécialement conçu pour les enfants. La vision seule ne suffit pas. Pour construire des studios, former des présentateurs et créer des médias professionnels capables de rivaliser avec les meilleurs, nous avons besoin d'un soutien durable de la part de ceux qui croient que ce travail est important. Rejoignez-nous dès aujourd'hui, devenez membre sur thinkingmuslim.com/membership et aidez-nous à construire ce que notre communauté mérite vraiment. Puis-je aborder les négociations nucléaires qui se tenaient à Genève et qui auparavant avaient eu lieu à Mascate? Bien sûr, Oman a joué un rôle très important dans cette discussion. C'est pourparlers indirect entre Witkoff et les représentants iraniens. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères est passé à la télévision et, de façon vraiment inédite, a déclaré que cette action était inutile.
Les Iraniens s'étaient déjà engagés à retirer à 100% leur technologie d'enrichissement. Il me semble donc que les Iraniens faisaient des compromis et qu'ils cédaient sur certaines conditions essentielles. Que les Américains avaient pris des mesures pour empêcher toute action militaire. Cela m'a permis de démêler les choses. Pourquoi les Américains ont-ils frappé à ce stade alors que les pourparlers étaient... C'est vraiment à leur avantage. C'est incroyable que les Iraniens n'aient pas tiré de leçon de la guerre de 12 jours l'été dernier. Ouais. Parce que le même scénario s'est répété. Les Américains ont affirmé qu'ils étaient en négociation, qu'ils étaient sérieux à ce sujet, puis finalement ils les ont pris par surprise et les ont attaqués. Et puis les Iraniens sont retombés encore une fois dans le même... Je sais que du point de vue des Iraniens, ils voulaient éviter la guerre. Mais ils auraient dû être plus prudents. Ils n'auraient pas dû être aussi naïfs. Et maintenant, les Israéliens nous disent que la décision de partir en guerre avait déjà été prise il y a des semaines. Et même le calendrier avait été convenu entre Netanyahou et Trump. Donc toutes ces négociations n'étaient qu'une façade pour masquer le véritable plan. Le plan était d'aller à la guerre simplement parce que les deux hommes à Washington et à Tel Aviv la voulaient. Ils n'étaient pas intéressés par un quelconque compromis de la part des Iraniens. Donc, quel que soit le compromis que les Iraniens étaient prêts à faire, cela n'aurait pas empêché la guerre. Pourquoi les ont-ils laissés partir? Netanyahou et Trump avaient plusieurs raisons à cela, y compris des raisons personnelles. Netanyahou a prolongé la guerre précisément pour cette raison. Il allait aller en prison. Il était poursuivi par les tribunaux de son pays. Et donc, il cherchait n'importe quel prétexte pour éviter cette situation judiciaire, un mauvais port. De la même manière, aujourd'hui, Trump n'est pas très populaire. Sa popularité est en baisse. Même son camp MAGA est divisé. Et beaucoup de choses qu'il avait promises au peuple américain, il n'a pas pu les accomplir. Et je soupçonne, comme beaucoup de gens dans le monde, soupçonnent aussi que Netanyahou a quelque chose contre Trump. Très probablement, il le fait chanter. Il est probable que ce soit lié au dossier Epstein. Probablement que si Trump n'était pas aussi vulnérable au chantage des sionistes, de Netanyahou lui-même, il aurait peut-être tenu parole et n'aurait pas déclenché de guerre, car c'est ce qu'il avait promis il y a longtemps. Ouais. Et pourquoi Israël veut-il ce conflit? Qu'essaye de faire Israël à l'Iran sur le long terme? Ah ben, les Iraniens ont toujours été perçus comme une menace pour Israël. Bien sûr, ils ont créé le Hezbollah, ils ont soutenu le Hezbollah, ils l'ont financé, ils l'ont armé. Ils ont soutenu de nombreuses factions palestiniennes au début, le djihad islamique, puis le Hamas. Et bien sûr, selon leur propre idéologie, ils ne reconnaîtraient jamais le sionisme ni la légitimité de l'État d'Israël. Donc, pour les Israéliens, ils ont toujours été perçus comme une menace. Donc, si vous pouvez changer le régime, si vous pouvez saisir un certain moment dans l'histoire où ce régime peut être changé, vous ne diriez pas non à cette opportunité. Y a-t-il un plan plus large concernant le monde musulman? Je veux dire, beaucoup de gens ont cité des discours historiques que Netanyahou a prononcés, où il parle de diviser, de morceler le monde musulman, et de rendre ces États effectivement inutiles en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs entre eux-mêmes et ces pays. Et puis, bien sûr, il y a les discussions autour du projet du Grand Israël. Peux-tu démêler tout ça pour moi? Quel est le plan idéal d'Israël pour le monde musulman? Bien sûr, il est dans l'intérêt d'Israël que le monde arabe reste divisé, reste incapable de se protéger lui-même, sans même parler d'aider les autres ou de soutenir la résistance contre le sionisme.
Et les Israéliens, depuis le moment historique de la création effective de l'État d'Israël en Palestine en 1948, ont constamment cherché à poursuivre cette stratégie géopolitique de collaboration avec les minorités locales, en leur accordant délibérément une part de pouvoir dans l'espoir qu'un jour futur, ces groupes puissent enfin se séparer et établir leur propre entité. Et il n'est pas secret qu'ils ont eu des liens historiques avec certains des dirigeants kurdes en Irak et ailleurs. Regarde comment ils ont utilisé la communauté druze en Palestine. Et ils espéraient faire la même chose en Syrie. Donc oui, tout à fait, surtout dans les pays qui ont un certain potentiel. Des pays comme l'Irak, la Syrie, l'Égypte, ce sont de grands pays. L'Algérie, il commence à semer le chaos à l'intérieur de ces pays. Diviser ces pays, les fragmenter si possible. Cela aide le projet sioniste à se poursuivre et à se prolonger. Donc le but n'est pas forcément de changer de régime au départ, du moins en Iran. Le but est vraiment de rendre l'Iran ingouvernable, de la faire sombrer dans le chaos, comme l'Irak a sombré dans le chaos. Eh bien, dans le cas de l'Iran, ils ne peuvent pas répéter l'expérience irakienne, parce qu'en Irak, changer de régime a nécessité des troupes au sol. Ils ont dû envahir. Dans le cas de l'Iran, ils savent que cela va être très très difficile, voire impossible à faire. Alors, à la place, ils ont adopté la stratégie qu'ils mettent en œuvre en ce moment. Éliminer les hauts responsables dans l'espoir de créer un sentiment de frustration, de désespoir, probablement faire émerger certains éléments au sein du régime qui seraient prêts à collaborer avec les Américains et les Israéliens, des personnes qu'on pourrait qualifier de pragmatiques, de modérées ou peu importe, mais qui incitent tout de même davantage à les détracteurs du régime, les opposants au régime, à descendre dans la rue et probablement à déclencher une sorte de soulèvement. Et ils ont essayé cela il y a quelques semaines. Ils ont vraiment tenté, mais ça n'a pas marché. Et je pense que c'est ça. C'est l'essence du message de Trump aux Iraniens. Hier ou il y a quelques heures, oui, quand il leur a dit, bon, maintenant vous avez le pays. À vous de décider qui vous voulez voir vous gouverner. Comment vont-ils faire cela? Pas par des élections, bien sûr, mais par une sorte de soulèvement. Ça veut dire, docteur Tamim, qu'est-ce que cela nous dit sur l'idéologie de Donald Trump? Je veux dire, le Trumpisme, c'était avant tout l'Amérique d'abord. Trump est devenu président lors de son premier et de son second mandat en rejetant l'idée d'implications étrangères, en particulier les guerres au Moyen-Orient. Il s'est exprimé contre le changement de régime pour en quelque sorte la civilisation ou l'ingénierie de Bush et d'autres. Pourtant, il a fait la même chose. Qu'est-ce que cela nous dit sur le Trumpisme et sur la façon dont ce système américain fonctionne réellement? Parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de liens avec le passé, plutôt qu'une rupture avec ce passé. Eh bien, les gens qui connaissent bien Trump disent que ce n'est pas un homme d'idéologie. Il agit simplement comme un homme d'affaires, dans le monde de la politique. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a conclu une sorte de contrat avec des gens qui ont une idéologie, les sionistes chrétiens, les évangéliques en Amérique, qui sont plus sionistes que n'importe quel sioniste juif. Et il a aussi fait autre chose. Il a créé sa propre institution parallèle. Les institutions américaines traditionnelles ne fonctionnent plus. Il ne les utilise plus comme les anciens présidents les utilisaient. Okay. Il a fait venir un groupe de personnes prêtes à faire exactement ce qu'il leur dit de faire, ou qui font partie de cette idéologie, l'idéologie sioniste évangélique. Et donc, le département d'État a perdu son rôle, la CIA aussi a perdu sa fonction traditionnelle, le FBI, la justice, le pouvoir judiciaire, etc. Parce qu'il agit au nom de toutes ces institutions, mais de manière parallèle, pas à travers les circuits traditionnels de ces institutions. Et regardez les responsables dont il s'est entouré. Ce sont que des voyous, des gens
qui n'ont jamais eu d'expérience au sein des institutions établies de la politique américaine. Parlons des scénarios de ce qui va se passer ensuite, parce que bien sûr, l'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran est, malgré toutes ses vulnérabilités, un État bien plus cohérent et son autorité centrale est bien plus compétente pour gérer ce genre de crise internationale. Je veux dire, pensez-vous que, je sais pas, les Américains se sont trompés sur ce qui va se passer dans les prochains jours? Ils pensent que c'est presque comme le Venezuela. Un type de solution où, en réalité, les Iraniens vont se retrancher et ils vont se battre. Parce que c'est désormais une crise existentielle pour le régime, pour le gouvernement. Et c'est ainsi que vous voyez les choses évoluer. Je veux dire, cela pourrait-il prendre des semaines, voire des mois à se résoudre? Oui, bien sûr, absolument. L'Iran n'est pas le Venezuela. Et si Trump pensait pouvoir obtenir en Iran ce qu'il a obtenu au Venezuela en utilisant les mêmes tactiques, il se trompe complètement. Et il s'en rendra compte par lui-même. Mais je pense que les Israéliens eux-mêmes comprennent que l'Iran n'est pas le Venezuela. Mais ils espèrent qu'en coupant la tête, comme ils l'ont fait, cela ouvrira la voie à une dynamique à l'intérieur de l'Iran qui produira les résultats qu'ils recherchent. Cela ne se produira peut-être pas en quelques jours, ni en quelques semaines, ni même en quelques mois, mais je pense que c'est ce qu'ils espèrent accomplir. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Iran s'est avéré être fortement infiltré. Et très probablement, le Mossad travaille d'arrache-pied en ce moment pour mobiliser ses agents, ses éléments, dans l'espoir de saisir cette opportunité. Surtout quand on voit la tristesse et la déception immense de voir un tel drame se produire en une seule journée dans un pays aussi vaste que l'Iran. On parle ici de cet individu que tout le monde connaît sous le nom de Sam, un personnage absolument remarquable, extrêmement chaleureux et vraiment très apprécié par l'intégralité de son entourage dans ce quartier. Ça zut. Rendez-vous sur btml.us/thinkingmuslim pour en savoir plus et faire un don. Puis-je vous demander, avant cette guerre, ce conflit avec l'Iran, il y avait beaucoup de discussions, surtout du côté israélien, sur un axe sunnite nouvellement formé. Et beaucoup de ces discussions venaient, je suppose, du revirement de l'Arabie saoudite concernant ses relations avec les Émirats arabes unis et, par extension, avec Israël. Expliquez-moi ça. Pensez-vous qu'il y ait de réelles perspectives de formation d'une sorte d'axe sunnite? Et il y avait un commentateur qui soutenait cela. Des pays qui ont du potentiel, des pays comme l'Irak, la Syrie, l'Égypte, ce sont grands pays, l'Algérie. On commence à semer le chaos dans ces pays, à les diviser, à les fragmenter si possible. Cela aide le projet sioniste à perdurer et à se prolonger. Donc le but n'est pas forcément un changement de régime, du moins pas au départ en Iran. Le but, c'est vraiment de rendre l'Iran ingouvernable, de le faire sombrer dans le chaos, comme l'Irak a sombré dans le chaos. Eh bien, dans le cas de l'Iran, ils ne peuvent pas répéter l'expérience irakienne, parce qu'en Irak, changer de régime a nécessité des troupes au sol. C'est ça. Ils ont dû envahir. Dans le cas de l'Iran, ils savent que cela va être très très difficile, voire impossible à faire. Donc, à la place, ils ont adopté la stratégie qu'ils mettent en œuvre en ce moment. Éliminer les hauts responsables dans l'espoir de créer un sentiment de frustration, désespoir et probablement de faire émerger certains éléments au sein du régime qui seraient prêts à collaborer avec les Américains et les Israéliens, des personnes qu'on pourrait qualifier de pragmatiques, de modérées ou peu importe, mais qui inciteraient tout de même davantage les détracteurs du régime, les opposants au régime, à descendre dans la rue et probablement à déclencher une sorte de soulèvement. Et ils ont essayé cela il y a quelques semaines.
Ils ont effectivement tenté cela. Ça n'a pas marché. Et je pense que c'est l'essence du message de Trump aux Iraniens hier, ou il y a quelques heures. Et il leur a dit, bon, maintenant, vous avez le pays. Décidez par vous-même qui vous voulez voir vous gouverner. Comment vont-ils faire ça? Pas par des élections, bien sûr, mais par une sorte de soulèvement. Enfin, docteur Tamim, qu'est-ce que cela nous dit sur l'idéologie de Donald Trump? Je veux dire, le Trumpisme, c'était avant tout l'Amérique d'abord. Trump est devenu président lors de son premier et de son second mandat en rejetant l'idée de s'impliquer à l'étranger, en particulier dans les guerres au Moyen-Orient. Il s'est exprimé contre le changement de régime, ce genre de civilisation ou d'ingénierie à la Bush et consorts. Pourtant, il a fait la même chose. Qu'est-ce que ça nous dit au fond? Sur le Trumpisme et sur la façon dont ce système américain fonctionne réellement, parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de liens avec le passé, plutôt qu'une rupture avec ce passé. Eh bien, les gens qui connaissent bien Trump disent que ce n'est pas un homme d'idéologie. Il agit simplement comme un homme d'affaires dans le monde politique. Mais ce qu'il a fait, c'est que il a conclu une sorte de pacte avec des gens qui, eux, ont une idéologie. Chrétiens sionistes, les évangéliques en Amérique, qui sont plus sionistes que n'importe quel sioniste juif. Et il a aussi fait autre chose. Il a créé sa propre institution parallèle. Les institutions américaines traditionnelles ne fonctionnent plus. Il ne les utilise plus comme le faisaient les anciens présidents. Il a donc fait appel à un groupe de personnes prêtes à faire exactement ce qu'il leur dit de faire, ou qui adhèrent à cette idéologie, l'idéologie sioniste évangélique. Et par conséquent, le département d'État a perdu son rôle. La CIA a perdu son système juridique traditionnel, le FBI, le pouvoir judiciaire, etc. Parce qu'il agit au nom de toutes ces institutions, mais de manière parallèle. Pas par les cercles traditionnels de ces institutions. Et regardez les responsables dont il s'est entouré. Ce ne sont que des voyous ou des gens qui n'ont jamais eu d'expérience au sein des institutions établies de la politique américaine. Parlons des scénarios de ce qui va se passer ensuite, parce que bien sûr, l'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran, malgré toutes ses vulnérabilités, est un État bien plus cohérent et son autorité centrale est bien plus compétente pour gérer ce genre de crise internationale. Je veux dire, pensez-vous que, je ne sais pas, les Américains ils sont mal perçus? Les prochains jours, ils pensent que c'est presque une solution à la vénézuélienne, alors qu'en réalité, les Iraniens vont se retrancher et ils vont se battre. Parce que c'est désormais une crise existentielle pour le régime, pour le gouvernement. Est-ce ainsi que vous voyez les choses, Yvonne May? Pensez-vous que cela pourrait prendre des semaines, voire des mois à se résoudre? Oui, bien sûr, absolument. L'Iran n'est pas le Venezuela, et si Trump pensait pouvoir obtenir en Iran ce qu'il a obtenu au Venezuela, en utilisant les mêmes tactiques, oui, il se trompe complètement, et il se rendra compte par lui-même. Mais je pense que les Israéliens eux-mêmes comprennent que l'Iran n'est pas le Venezuela. Mais ils espèrent qu'en coupant la tête, comme ils l'ont fait, cela ouvrira la voie à une dynamique interne en Iran qui produira les résultats qu'ils attendent. Cela ne se produira peut-être pas en quelques jours, ni en quelques semaines, ou même en quelques mois, mais je pense que c'est ce qu'ils espèrent accomplir. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Iran s'est avéré être fortement infiltré. Et très probablement, le Mossad travaille activement en ce moment pour mobiliser ses agents, ses éléments, dans l'espoir de saisir cette opportunité, surtout quand les gens sont très tristes et très déçus que, en l'espace d'une journée, cela soit arrivé à un pays aussi grand que l'Iran.
Visitez btml.us/thinkingmuslim pour en savoir plus et faire un don. Puis-je vous demander, avant cette guerre, ce conflit avec l'Iran, il y avait beaucoup de discussions, surtout du côté israélien, sur un axe sunnite nouvellement formé. Et beaucoup de ces discussions venaient de l'Arabie saoudite. Un revirement, je suppose, un changement de cap concernant ses relations avec les Émirats arabes unis et par extension avec Israël. Expliquez-moi cela. Pensez-vous qu'il y ait de réelles perspectives de formation d'une sorte d'axe sunnite? Et il y avait un commentateur qui soutenait qu'en partie, le déclin de cet axe chiite ou le déclin de la capacité de l'Iran à manœuvrer dans la région est acquis. La conséquence involontaire de cela serait une forme d'unité que nous n'avons pas vue entre la Turquie et le Qatar, le Pakistan et l'Arabie saoudite, la Malaisie et d'autres encore. Pensez-vous qu'il s'agit d'une exagération de la situation actuelle dans le monde arabe sunnite ou le monde musulman sunnite? Eh bien, avant le 7 octobre 2023, les Israéliens étaient très optimistes quant aux perspectives d'un tel axe. Ils l'appellent l'axe sunnite, mais ce n'est pas vraiment un axe sunnite, car tous ces dirigeants qui gouvernent des majorités sunnites persécutent les sunnites plus que quiconque. Mais bon, ils l'appellent quand même l'axe sunnite. Ils espéraient que l'Arabie saoudite rejoigne les accords d'Abraham. Et si l'Arabie saoudite le faisait, le Pakistan, l'Indonésie et probablement d'autres allaient suivre le mouvement. Mais ensuite, la guerre de 2 ans a perturbé tout cela pour eux. Les Saoudiens sont récemment devenus plus inquiets à propos de tout ce plan. Et leurs désaccords et divergences avec les Émirats arabes unis ont mis cela en évidence. Et ils ont même autorisé certains écrivains à condamner librement les Émirats arabes unis pour leur association étroite avec les sionistes ou avec le sionisme ou avec ceci. Donc, le conflit dévastateur qui dure depuis 2 ans à Gaza a totalement bouleversé l'exécution de ce plan. Il est possible qu'en ce moment même, avec ce qu'ils font subir à l'Iran, on puisse se demander si leur rêve fou venait enfin à se réaliser. Une fois le changement de régime effectif, ils pourraient revenir et raviver les hostilités. Ce clan, mais nous devons attendre et voir. Il n'y a aucun signe. Rien ne nous indique que le régime en Iran va tomber ou sera remplacé par un régime pro-américain ou pro-israélien. Je suppose simplement que si cela devait arriver dans un avenir lointain, bien sûr, ce serait un formidable coup de pouce pour le plan israélien. Faire partie d'un axe sunnite, une sorte de... Et alors on n'appellera plus ça sunnite, ce sera appelé autrement, une sorte d'axe dans la région. Mais je parle plutôt d'un axe positif, d'une convergence de pays musulmans bien plus critiques envers Israël et bien plus critiques envers les États-Unis, et qui tracerait une voie plus indépendante. Et certains commentateurs ont soutenu qu'on voit poindre cela à l'horizon avec le revirement de l'Arabie saoudite concernant les Émirats arabes unis, Israël et d'autres. Est-ce que tu as le sentiment, nous aspirons tous à cela, nous le voulons tous, nous savons que c'est la voie à suivre pour le monde musulman en général, pas seulement pour le monde musulman sunnite ou le monde musulman arabe. Mais vois-tu la moindre perspective que cela devienne réel et se profile à l'horizon en ce moment? Je vois aucun signe que cela soit en train de se produire. Je pense que certaines personnes interprètent mal la position saoudienne. Je sais que certains ont salué la position saoudienne lorsqu'ils ont vu ces joutes verbales entre eux et Abu Dhabi. Mais il faut se rappeler que cela tient à des raisons personnelles, pas à des raisons idéologiques, ni à des raisons patriotiques. L'élève Mohamed Ben Salman s'est réveillé pour se rendre compte que son maître, Mohamed Ben Zayed, l'utilisait en réalité simplement, et donc il a réagi. Donc je n'y vois pas plus que cela. Le reste de la région, regardez les Indonésiens. Le président indonésien est tellement pro-Israël, pro-américain,
Tout ce que les Israéliens veulent de lui, il est prêt à leur donner. Les Pakistanais, je suis pas aussi optimiste. Je veux dire, ces officiers de l'armée qui ont renversé un premier ministre démocratiquement élu et qu'ils tourmentent maintenant en prison, je les vois pas d'un bon œil. Alors, où est cet axe sunnite qui serait contre Israël? Je le vois pas vraiment. Dans une certaine mesure, la Turquie et le Qatar ont été plus critiques, mais eux-mêmes subissent aussi d'énormes pressions. La Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie entretient des relations diplomatiques complètes avec Israël depuis de nombreuses années. La Turquie, au moins pendant la première année de la guerre à Gaza, a été très négative du point de vue palestinien. Ils ont permis l'exportation de gaz et de denrées alimentaires vers Israël, malgré ce qu'Israël faisait à Gaza. Je peux comprendre qu'ils subissent d'énormes pressions, et donc, à moins qu'il n'y ait un changement majeur dans la région, vous ne voyez pas cela. Et cela m'amène au point qui concerne un avenir plus lointain. Je pense que la guerre contre l'Iran et l'association de tant de régimes arabes, ainsi que leur collaboration avec l'axe américano-israélien, accélère. La prochaine explosion dans la région, Vraiment? c'est ce qui va se passer. Mais de la part de ces régimes eux-mêmes, il serait naïf d'attendre grand-chose de positif, de la part d'aucun d'entre eux. Mais si l'explosion a lieu, et que cette explosion conduit à un changement radical, alors oui, nous envisageons un avenir différent. Et bien sûr, comme toujours, nous commençons ces conversations et nous les terminons par une réflexion sur ce qui arrive aux Palestiniens, sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Et vous êtes quelqu'un qui est intimement impliqué dans ce qu'on appelle la lutte palestinienne, la lutte pour la Palestine. La situation semble assez sombre en ce moment, encore une fois, à Gaza malgré le cessez-le-feu et en Cisjordanie. Nous assistons maintenant à une réinstallation massive ou à une colonisation des zones palestiniennes par les sionistes. Voyez-vous un quelconque espoir à l'horizon, à court ou moyen terme, dans l'un de ces deux endroits? La situation est très sombre, très douloureuse. À court terme, non, je n'en vois pas. Il n'y a vraiment pas de bonnes nouvelles à court terme, mais à moyen et long terme, oui, bien sûr. Et vous voyez, la raison à cela, c'est la nature même d'Israël. Les Israéliens pensent que s'ils décapitent le Hezbollah, ou s'ils décapitent le Hamas, ou s'ils décapitent le régime iranien, alors ils pourront changer les choses. Non, les choses ne changeront pas en leur faveur simplement à cause de leur propre nature. Ouais, c'est ça. Que ce soit l'Iran, le Hezbollah au Liban ou le Hamas en Palestine, que ce soit les Palestiniens ou d'autres Arabes ou d'autres musulmans, pour eux, c'est l'idée qui compte. Et l'idée ne meurt pas, elle perdure. Et l'idée, c'est que sionisme est un projet colonial et raciste. Peu importe tout ce que font le gouvernement israélien, ses citoyens et l'ensemble de leurs alliés internationaux chaque jour pour tenter de renforcer et de consolider durablement la structure de cette entité politique par tous les moyens possibles. Au cœur du monde arabe, cela continuera d'être perçu par la majorité des Arabes et la majorité des musulmans et, espérons-le, très bientôt, par la majorité de l'opinion publique mondiale comme un projet de colonisation raciste et illégale. Et une dernière question à vous poser. Au Royaume-Uni, bien sûr, nous avons eu une victoire incroyable du Parti vert lors de cette élection partielle. À Gorton et Denton, où, grâce à une importante population musulmane et au vote musulman, le Parti vert a non seulement réussi à gagner. Vatsey, qui a une circonscription travailliste, n'a pas changé de camp depuis les années 1930, mais en plus, cela a relégué le Parti travailliste à la 3e place à Vatsey. Qu'est-ce que cela nous dit, sieur? Le vote musulman et plus largement les électeurs musulmans à travers le pays et à quel point ils sont résilients depuis la dernière élection qu'on a surnommée l'élection de Gaza, mais aussi peut-être sur un réalignement de la politique britannique où les deux grands partis ne vont plus forcément dominer le paysage politique comme ils le faisaient auparavant. Eh bien, en effet, ce développement récent est un tournant tool. La politique britannique
Et je pense qu'il est très important que les musulmans tirent une leçon essentielle de cela. Nous devons nous unir aux autres, nouer des partenariats, former des alliances avec des personnes qui partagent notre vision sur les questions éthiques. Gaza était un enjeu majeur ici, mais aussi les besoins du peuple britannique, leurs doléances. L'hypocrisie des politiciens, au premier rang desquels Starmer et sa clique, qui ont mené le parti travailliste dans une direction que beaucoup d'anciens partisans du Labour détestent. Et donc, les minorités musulmanes dans ce pays, aussi petites soient-elles, si elles adoptent une telle stratégie, celle de s'unir à d'autres qui partagent avec elles les questions fondamentales des droits humains, de la démocratie, de la justice sociale, de l'égalité, etc. Je pense qu'elles peuvent provoquer un changement majeur dans ce pays, parce que ni le Labour, ni les conservateurs, et d'ailleurs, aucune réforme, bien sûr, n'est bonne pour le peuple britannique. Et le Parti des Verts est alors apparu comme une véritable alternative politique crédible, et il semble désormais être en train de connaître une phase de croissance et d'ascension fulgurante. Les Verts ou tout autre parti qui croit en ses valeurs. Et il ne s'agit pas d'être musulman ou de voter musulman ou non. Il s'agit d'être éthique, d'être moral, d'être fidèle aux valeurs auxquelles on croit. Que vous soyez musulman, chrétien ou juif, et d'ailleurs le leader des Verts est juif, mais c'est un homme de valeur, et c'est vraiment ce qui compte. Docteur Azam Tamimi, Jazakallah, merci beaucoup pour vos réflexions aujourd'hui. Merci. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission, et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Veuillez envisager de faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/membership. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses, ainsi que la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels, avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Andy. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos doigts.